C'est un commissariat. Un bâtiment en plein cœur du quartier latin qui n'a même pas connu les événements de 68. Un commissariat, drôle d'idée pour évoquer la plus grande révolte des étudiants français. C'est là que le musée de la police conserve depuis 50 ans les scellés de mai 68. Attention, c'est un vrai bric-à-brac. Drapeaux, lance-pierres, machettes, chaînes et même un fouet, tout ça saisi auprès des manifestants par la police parisienne. Ah oui, bien sûr, il y a aussi le fameux pavé. Les discussions se déroulent toutes portes ouvertes et la cour de la Sorbonne connaît un va-et-vient incessant. Jamais la vénérable bâtisse n'avait vécu pareilles heures passionnelles. Il y avait beaucoup de monde qui allait dans tous les sens. De ce côté-là, il y avait tous les groupes d'extrême gauche, associations, etc., qui s'installaient avec des tables de propagande, des bouquins, des tracts. Voilà, donc c'était très vivant. Alors évidemment, 50 ans après, ça fait drôle, la cour est presque vide. Les souvenirs, eux, sont bien là. Josette Tratte avait tout juste 20 ans en mai 68 et elle était ici même à la Sorbonne étudiante en sociologie. Sur cette photo, je suis en train de rédiger une affiche pour essayer d'expliquer où en est la situation au Vietnam à ce moment-là. Bon, ça, quelques mois avant mai 68. Moi, je m'étais fait un devoir d'arriver à prendre la parole dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne parce que je me disais, pour faire venir le maximum d'étudiants dans les manifestations, c'est là que ça se passe. Il y avait des militantes remarquables. Les femmes étaient très présentes dans ce mouvement, non seulement dans les assemblées générales pour écouter, mais aussi pour intervenir. Et voilà qu'autour de la Sorbonne, c'est tout le quartier latin qui s'enflamme. À cette époque, c'est encore le quartier étudiant de la capitale. Les jeunes étudient là et habitent ici. Alain Krivine, lui, n'était déjà plus sur les bancs de la fac. Dirigeant des jeunes communistes révolutionnaires, il sera l'un des leaders du mouvement, mais plutôt dans l'ombre. Les rares images de lui sont fugitives, comme ici. Il y a quand même une photo de 68 boulevard Saint-Michel. Ça, c'est moi en train d'haranguer les étudiants. Ça n'a pas arrêté le bouillonnement au quartier latin. Et je sais que quand on a été exclu par la police de la Sorbonne début mai, on était quelques centaines. On nous a mis dans des cartes de flics, très poliment d'ailleurs. Et là, on a vu le quartier latin bouger, des étudiants qu'on n'avait jamais vus gueuler, libérer nos camarades. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait un quartier latin en ébullition, mais souvent c'était assez spontané. Moi, je me rappelle encore rue Gay-Lussac, où on avait un petit local, où il y avait un automobiliste qui disait « Tiens, en se marrant, c'est ma bagnole qui brûle ». Mais il a dû, début juin, voter à droite comme tout le monde quand il a vu que c'était fini et que le retour à l'ordre, le retour à la discipline, le retour aux flics. Mais donc, il y a eu ce phénomène que moi, j'ai connu pour la seule fois de ma vie, que Trotsky, n'est-ce pas, faut le citer, a bien décrit, c'est que quand il y a un tel mouvement aussi massif, les gens, je le cite, sont quotidiennement méconnaissables. Et c'est vrai que ça a démarré au quartier latin, ça a touché tout le pays, mais les gens étaient méconnaissables. Les manifestations quotidiennes partent de la place d'Enfer Rochereau, mais c'est toujours vers le quartier latin que la foule afflue et que, bien souvent, les choses dégénèrent. À partir du 3 mai, la vie du quartier va être totalement bouleversée par les événements. Commerces aux vitrines cassées, arrestations, blessés de part et d'autre. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. C'est l'affrontement. Le 6 mai, par exemple, on a compté 805 blessés. Jacques Boisset était photographe pour le quotidien François et ce jour-là, il fut lui-même atteint par un pavé en pleine tête. À ce moment-là, je suis à l'église de Saint-Germain-des-Prés, en face les deux magots, et là, tout est cassé. C'est-à-dire que les restaurants sont vidés des chaises, les pavés sont arrachés, il n'y a plus rien. Et c'est la guerre. Et donc, à un moment donné, je suis rue de Rennes, et là, un groupe d'étudiants qui manifestent contre les CRS, qui, eux, sont dans la rue de Rennes. Et je suis accroupi,
Donc, je vais faire une photo et je suis entre les deux. Et au moment où ça commence à aller très mal, dans ma tête, j'ai comme un vieux réflexe, mais il est temps que tu t'en ailles de là. Et boum, je reçois un pavé sur la tête. Ça, c'est toute la séquence, quoi. Entre mai et juin 68, l'homme qui a fait la guerre d'Algérie, photographié de Gaulle ou Belmondo, a pris des centaines et des centaines de clichés. J'avais donc l'appareil sur le nez, je faisais ma photo, et le pavé est arrivé là, heureusement. Grâce à ça, j'ai pas été blessé. Voilà ce qu'il en reste, un seul souvenir de mai 68. Après l'accident, comme Jacques, tous les reporters travailleront désormais casqués. On était le journal le plus important quand même de France. On tirait tous les jours entre 800, 1000 et 1 million d'exemplaires. La première page de François était modifiée au moins 3 fois dans la journée. Le matin, à midi et le soir. C'est-à-dire que c'était extraordinaire. Et donc, on devait suivre et alimenter en photographie au fur et à mesure. Et puis la police ne nous aimait pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'aimaient pas qu'on leur fasse des photos. Et tout ça, ça se passait dans un clair-obscur. Ça se passait pratiquement toujours la nuit. Les manifestations commençaient le soir, en fin d'après-midi. Et puis ça s'enclenchait. Et alors là, on jouait au chat et à la souris. Et nous, on était au milieu de tout ça. On se serait cru à la guerre. On était à la guerre. Là, par exemple, c'est une photo à moi. Ça montre bien déjà le combat qu'il pouvait y avoir entre des manifestants qui avaient même brûlé des voitures. Hein, ça aussi, on n'avait jamais vu ça. Et des policiers qui n'étaient pas tellement armés, et puis en plus qui n'avaient pas non plus des ordres pour être méchants avec les gamins, quoi, hein, parce que c'était des gamins en face. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leurs convictions. Les grenades lacrymogènes, dont on parlera longtemps, explosent. Au tout début des événements, c'est la police parisienne qui est en première ligne. Mais vite débordée, elle est rejointe par la gendarmerie mobile, puis par les compagnies de CRS venues de province. René et Jean-Claude faisaient partie de la CRS 16 de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Le quartier latin, c'est toute leur jeunesse. On appelait ça les petits pavés carrés, là, la Thierry Lafronde, là, ils lançaient ça, je vous assure que c'était bien lancé, ils étaient bien entraînés. Hein. Les grenades lacrymogènes, on en prenait autant qu'eux, nous. Hein. On en prenait autant qu'eux, les étudiants. Hein. Les yeux, je vous garantis qu'on avait des yeux comme ça. Surtout quand on les lance à contre-vent. Ah oui, oui, oui. À contre-vent, ça nous revenait. C'était le boulevard Saint-Michel, mais il y avait toutes les routes adjacentes, là. Et puis, pour éviter les retours de manifestants par l'arrière, on faisait des barrages. Alors là, c'était un barrage avec une petite section ou 2 brigades. Ça représentait 30-40 bonhommes maximum. On arrivait pour bloquer la route, c'était bien. Il n'y avait personne. Mais un quart d'heure après, il y en avait 700. Et on était 40. Et pas le droit de bouger. Ils vous crachaient dessus et tout, hein. Vous savez il y a quand même un respect chez nous dans les ordres reçus, parce qu'il n'y en a pas un qui bougeait. Hein. Il venait à 56 centimes. Je préfère qu'il me crache dessus qu'il m'envoie un pavé. C'est moins dangereux. C'est pour ça que quand il disait CRS-SS, c'est pas ça qui nous touchait le plus. Non, c'est sûr. Alors qu'on n'était pas plus méchants que les autres. Il y a eu autant de blessés chez nous, hein, faut pas croire. Hein. Puis des bien blessés. Hein. On a vu des gens qui, lors de cette charge sur le boulevard Saint-Michel, il y a des gens qui descendaient en pyjama, en peignoir, et qui prenaient leur voiture pour partir, parce qu'on leur disait « mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils disaient « on va rouler toute la nuit, parce qu'on va pas rester là, on n'aura plus de voiture. » Alors ça, c'est des anecdotes qu'on a vues. Hein, J'avais 2 ans de service, je peux vous dire une chose. Quand on est parti, qu'on a l'ordre de la charge, on y va. On se serre bien les coudes, d'ailleurs. C'est fait pour ça. Mais à un moment donné, la peur, elle s'installait quand même. Une fois qu'on était parti, ça allait. On ne pouvait plus prévoir les coups qu'on allait avoir. Un pavé, un caillou, un morceau de grille, n'importe quoi. C'était parti, il fallait y aller. Mais au départ, croyez-moi, il ne faut pas aller dire qu'on n'avait pas peur. Oui, c'est vrai. 180 voitures gisant sur la chaussée.
Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. C'était impressionnant parce que le quartier était dévasté, quoi. À l'angle de la rue Gay-Lussac, rue Royer-Collard exactement, Josette a tenu elle aussi les barricades. Donc moi j'étais parmi les manifestantes. D'un seul coup, il y a des étudiants qui ont commencé à dépaver la rue dans tout le quartier. Ça s'est mis à s'agiter beaucoup. Chacun passait les pavés pour construire de plus en plus haut. D'ailleurs, sans plan préétabli, donc certains copains nous ont dit après qu'ils étaient coincés, ils ne pouvaient plus bouger parce qu'ils avaient une barricade derrière le dos. Bon. Cette occupation du quartier latin, finalement, a eu cet effet politique très important, à la fois d'alerter sur la répression, parce que la répression était quand même importante, il y avait des centaines d'arrestations tous les soirs, et surtout de faire bouger le monde du salariat, le mouvement ouvrier, etc., ce qui n'était pas le cas. Au musée de la police, l'ancien gardien de la paix Jean-Claude Méret revoit défiler ses journées et ses nuits au quartier latin. Cette photo-là, c'est le préfet Grimaud qui a été particulièrement important dans l'action qui a été menée par les forces de l'ordre. Comme Jean-Claude, beaucoup s'accordent à dire que le préfet Grimaud a sans aucun doute empêché que mai 68 ne se transforme en bain de sang. Au quartier latin, on tolère très facilement et de nombreuses manifestations. Et tous ces derniers mois, il y en a eu beaucoup. Fin mai, il envoie une lettre à chaque policier de France avec des mots qui frappent les esprits. Il ne faut pas qu'il y ait de violence illégitime. Et il dit, je comprends que vous soyez exaspérés lorsque vous recevez des crachats, lorsque vous recevrez des pavés, il y a des barricades, etc. Mais l'action, elle doit avoir lieu quand j'en donne l'ordre, mais elle ne doit pas être démesurée. Et il rappelle, et c'est la mémoire de chacun des policiers, c'était quand vous frappez un homme à terre, c'est comme vous frappiez vous-même. Je crois que si à cette époque-là, nous avions eu un préfet qui, malheureusement, le préfet qui lui avait précédé, pour mémoire, il s'agissait du préfet Papon, je crois que les événements de mai 68 auraient été tout autres, mais personne aujourd'hui ne peut en témoigner. La contestation, à l'heure actuelle, elle porte à un niveau global. On affichait à l'extérieur « l'imagination prend le pouvoir », tandis qu'à l'intérieur, on décidait de chasser la culture bourgeoise. Les jeunes comme moi, même si j'étais policier, par moments, on était quand même dans un carcan et dans une discipline très verticale. Et par moments, avant mai 68 et après mai 68, eh bien, la parole se libérait, si vous voulez, même à l'intérieur des forces de police. Je ne dis pas qu'on avait de la sympathie, parce que dans le fond, il faut penser aux blessés, il faut penser à ceux qui ont souffert de cela, mais il faut pas oublier qu'on voulait vivre autrement, même quand on était policier. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Jules a dit quand on aime, on a toujours 20 ans. Le quartier latin restera pour beaucoup le symbole d'une révolte étudiante qui se moquait de l'État. Il voulait changer la vie. Tout devrait changer tout le temps, le monde serait bien plus amusant. On verrait des avions dans les couloirs du métro et Johnny Hallyday en cage à Medrano.